Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut observer une grande diversité de végétaux, aussi bien du point de vue de leur phénotype, de leur mode de vie ou encore de leur rôle écologique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux arbres et plus particulièrement à leur écorce. Cet exposé sera l'occasion de rappeler la nature d'une écorce, sa localisation et son processus de formation. Nous aborderons également les rôles et les utilisations qu'elle peut avoir. Nous construirons enfin une clé de détermination permettant de reconnaître les principales espèces rencontrées sur le terrain. Même si le caractère présence d'écorce ne permet pas, à lui seul, de former un groupe monophylétique dans la classification des végétaux, on peut tout de même constater que son apparition se concentre dans quelques grands groupes connus. Les plus anciens fossiles témoignant de l'apparition du caractère écorce datent du Dévonien supérieur carbonifère. Son apparition s'explique par la compétition pour la captation d'énergie solaire à la suite de la sortie des eaux. La croissance en hauteur confère un avantage pour cette lutte, mais doit s'accompagner d'une moindre croissance en épaisseur, réalisée par des cambiums corticaux. La croissance en épaisseur facilite en outre le développement de ramifications de l'appareil végétatif. L'écorce est un caractère polyphylétique au sein des embryophytes. Les premières espèces l'ayant développé sont des lycophytes, ou le groupe des archéoptéridés aujourd'hui éteint. Actuellement, comme l'écorce est uniquement présente chez les gymnospermes et les dicotylédones, nous ne parlerons que de ces deux groupes. On a découvert des fossiles de lépidodendrons, dont l'écorce était le principal moyen de soutènement, ainsi que des fossiles de Sigillaria, de la famille des lycophytes, qui attestent tous deux de la présence d'écorce dès le début du Carbonifère. La découverte d'écorces fossilisées a permis de préciser la composition de la flore ancienne et d'affiner les recherches sur la description de paléo-environnement. L'écorce constitue la partie périphérique des tiges et des racines. Elle assure la croissance en épaisseur. Selon les botanistes et les forestiers, nous trouvons deux définitions différentes de l'écorce. Nous garderons celle qui désigne par l'écorce l'ensemble des tissus situés à l'extérieur du cambium. L'écorce comprend deux parties distinctes. Une écorce interne, composée de tissus vivants. De l'intérieur vers l'extérieur, nous distinguons le phloème secondaire, le phélogène, puis le phéloderme. Et une écorce externe, composée de tissus morts, le subère. Nous allons présenter de manière générale la localisation de l'écorce au sein de la tige et de la racine. Le cambium est un méristème secondaire qui contient des cellules embryonnaires capables de donner par différenciation deux types de tissus. Le bois a sa face interne qui va écraser le xylème primaire, et le libère a sa face externe qui va écraser le phloème primaire. Xylème et phloème permettent la circulation de la sève brute et élaborée. Un autre méristème secondaire, le phélogène, se forme en périphérie du cambium. Il donne par différenciation un phéloderme continu sur sa face interne, qui protège la tige ou la racine malgré l'accroissement du diamètre, et un subère ou liège sur sa face externe, qui est plus ou moins développé. Le subère est constitué de cellules mortes subérifiées. Leurs parois rendent impossibles les échanges avec le reste de l'organisme. Cette coupe transversale de tiges de vigne, obtenue au microscope optique, après coloration en carmino-vert, permet d'observer les cellules des différents tissus. Sur cette coupe de dicotylédones, on repère la position du cambium entre les faisceaux du phloème et ceux du xylème. On observe à l'extérieur des tissus primaires que la croissance des structures secondaires n'a pas été suffisamment importante pour déclencher le détachement des tissus primaires externes. Dans ce cas, l'écorce est constituée de tissus secondaires, phéloderme, phélogène, subère, mais également d'une partie des anciens tissus primaires. Lorsque le végétal poursuit son développement en épaisseur, il peut perdre ses tissus primaires externes. Sur cette coupe de racines de vigne âgée, on constate que c'est le subère qui constitue à présent la partie la plus externe. Chez la vigne, le fonctionnement du cambium et du phélogène étant saisonnier, on peut observer des cernes dans le bois qui marquent le fonctionnement discontinu du cambium. Ici, c'est la coupe d'ancien liège qui s'exfolie aux dépens de la formation d'un nouveau liège à partir de la différenciation du phélogène.
Sur cette photo, il est possible d'identifier le subaire et le libère en position périphérique. Ils forment l'écorce séparée du bois par le cambium. Néanmoins, certains arbres comme le charme ou le hêtre conservent leur premier subaire très longtemps, ou ne le perdent jamais. Dans ce cas, les couches superficielles sont peu subérisées, très lisses et l'écorce externe qui recouvre habituellement le libère est absente ou très discrète. Chez les gymnospermes, les modèles d'étude sont plus restreints. On peut tout de même retenir le pin à torche ou l'épinette blanche, chez lesquels on retrouve les mêmes structures que les dicotylédones. Sur cette coupe transversale de racines de pin, le cambium est en position intermédiaire entre le xylème bleu-vert et le phloème rose. Le cambium est constitué de cellules rectangulaires colorées en rose. Le phélogène est situé en périphérie. Il produit côté externe du liège, ici coloré en jaune. Les amas de cellules roses de plus gros diamètre dans le bois correspondent à des canaux résinifères. Une particularité que seuls les pins, épicéas et mélèzes possèdent. Les monocotylédones et phyllocophytes ne possèdent pas de phélogène au sens strict du terme. Ils ne réalisent pas de croissance en épaisseur. Les tiges du palmier ou des fougères arborescentes ne sont pas constituées de bois et d'écorce, mais correspondent à la réunion de la base des feuilles appelée stipe. Au départ, lorsque les organes sont jeunes et que le cambium ne s'est pas encore mis en place, tiges et racines sont constituées d'un cylindre central, d'une écorce primaire et d'un rhizoderme pour les racines ou d'un épiderme pour les tiges. Pour les racines, le cylindre central est constitué du péricycle, des faisceaux cribro-vasculaires, xylème et phloème primaires mis en place par le procambium, et d'un parenchyme formant la moelle. Pour la tige, le cylindre central est formé des mêmes éléments sauf pour le péricycle. On remarque aussi que les faisceaux cribrovasculaires n'adoptent pas le même agencement qu'à l'intérieur d'une racine. Le parenchyme médulaire est notamment plus développé et on observe même la présence d'un parenchyme périvasculaire. L'écorce dite primaire de la racine est constituée de la périphérie vers le centre, d'un exoderme, d'un parenchyme cortical et d'un endoderme. L'exoderme est formé de cellules mortes dont la paroi est imprégnée de subérine. Le parenchyme cortical non chlorophylien possède des méas et stocke d'abondantes réserves d'amidon. L'endoderme marque la frontière entre l'écorce et le cylindre central. Cette assise de cellules est fortement lignifiée et subérisée latéralement. On appelle ainsi endoderme à cadre de Caspari. L'écorce primaire de la tige est constituée d'un parenchyme chlorophylien délimité à l'intérieur par le sclérenchyme et à l'extérieur par le collenchyme. Le sclérenchyme est formé de cellules lignifiées et se met en place lorsque la croissance en longueur est terminée. C'est un tissu très rigide qui confère un rôle de soutien à la tige. Le collenchyme est un tissu de cellules vivantes non lignifiées et moins résistant que le sclérenchyme, mais remplit des rôles similaires. Plus tard, le végétal va développer des structures secondaires à partir de l'activité mitotique des méristèmes secondaires. C'est à ce stade qu'apparaît l'écorce telle qu'on a l'habitude de la voir. Cette écorce est mise en place par le principe de croissance en épaisseur. Le cambium, qui dérive du procambium et de la dédifférenciation de cellules parenchymateuses, est un méristème secondaire qui assure la formation des xylèmes et phloèmes secondaires. Il possède des cellules à parois pectocellulosiques épaissies. Son fonctionnement est asymétrique. En général, la quantité de xylèmes secondaires formés est plus importante que la quantité de phloèmes formés. Le phélogène est un autre méristème secondaire qui se met en place dans la tige, généralement par dédifférenciation de l'épiderme ou du phloème primaire, ou dans la racine par dédifférenciation du parenchyme cortical ou du péricycle. Le phélogène génère le liège qui est un tissu de revêtement protecteur, rendu imperméable par imprégnation de subérine et de cellulose de la plupart de ces cellules. La diminution voire l'interruption des échanges nutritifs et hydriques avec cette assise provoque la mort du contenu plasmatique de ces cellules. L'emplacement du phélogène est variable.
La durée de vie du phylogène est aussi très variable. Elle ne dépasse pas 1 an chez la plupart des arbres, mais peut atteindre plusieurs dizaines d'années chez le chêne liège. Lorsque plusieurs phylogènes successifs se mettent en place, les phylogènes des années suivant l'apparition du premier sont générés à partir du phloème secondaire. En ces débuts d'accroissement, l'écorce primaire subit des micro-fissures. Dans le cas de la racine, si la production d'écorce devient trop importante, l'écorce primaire se déchire complètement. Pour la tige, il subsiste le sclérenchyme très aminci, confondu avec le libère et le parenchyme cortical. L'écorce externe se craquelle, se fissure profondément ou s'exfolie en larges lanières de façon caractéristique selon les espèces. La présence de l'écorce externe est influencée par l'environnement pour certaines essences. Le hêtre pousse dans des forêts épaisses. Son tronc est peu éclairé. Dans ces conditions, il ne produit pas en général d'écorce externe. En revanche, si ses voisins sont abattus et que le tronc de l'arbre se retrouve exposé à un ensoleillement direct, le hêtre est soumis à des risques de brûlure. Dans ce cas, il peut se revêtir d'une écorce externe protectrice. Dans le cas où l'écorce externe ne se forme pas, l'écorce interne peut se fragiliser et des champignons ou des parasites du bois peuvent coloniser le tronc. Elle assure avant tout une protection du cambium contre les agressions physiques engendrées par le feu, le froid, les rayons ultraviolets, les animaux. Le liège du chêne et l'écorce épaisse du séquoia forment des barrières très efficaces. L'écorce sert également de protection physico-chimique contre les insectes et autres parasites en stockant des substances de défense comme le latex et la résine. Un arbre peut survivre avec un cœur en décomposition à partir du moment où le cambium reste intact. Seules les blessures superficielles affectant l'écorce externe ne sont pas trop dommageables pour l'arbre. Certaines espèces y sont même quasiment insensibles, telles que le chêne-liège qui peut être écorcé tous les 7 ans. Pour limiter les agressions extérieures, champignons et bactéries en particulier, les arbres réagissent en activant leur système de défense. Ils émettent des tanins, polyphénols, de la résine pour les résineux, ou du latex pour certaines espèces tropicales, telles que l'Hevea, le ficus. Les vaisseaux sont rapidement obstrués par les tiles ou par la production de gomme. Des cellules peu spécialisées situées près du cambium dégradé vont se dédifférencier, puis se diviser pour produire un cal. Ce n'est qu'à l'intérieur de ce cal que l'anneau cambial va tenter de se reformer. Parallèlement, un néophélogène va s'initier dans les couches moins profondes. Ceci protégera la blessure de la déshydratation. La formation du néocambium et du néophélogène permettent de comprendre la réussite des greffes végétales, puisque greffer nécessite de blesser 2 portions de végétaux jusqu'au cambium. En fragilisant le végétal, les greffes peuvent être vectrices de maladies. En effet, les maladies peuvent être introduites via diverses blessures ou accidents, foudre, gel, casse de tempête, ou parfois chez les très jeunes arbres par divers insectes suceurs de sève, comme les pucerons, les cochenilles ou punaises. Elles touchent plus souvent des arbres blessés ou stressés, comme par exemple le manque d'eau ou un milieu anoxique. Elles sont dues à des champignons, bactéries, comme le chancre bactérien, ou des virus. Certains symptômes, craquelures, coulures, changements de couleur, décollement, déshydratation, sont visibles sur l'écorce et reflètent des maladies du végétal. Cette couche extérieure est plus ou moins épaisse selon l'âge et l'espèce. Le chêne-liège possède une écorce épaisse avec de nombreuses lenticelles. L'air relativement abondant qui circule dans l'écorce l'isole des incendies. D'autres écorces ont des épines pour se défendre, comme le sablier. La sève brute venant des racines est riche en eau et en éléments minéraux. Elle transite dans le bois via le xylème secondaire. La sève élaborée, riche en assimilats de photosynthèse, provient des feuilles. Elle est véhiculée dans toutes les parties de l'arbre par des tissus conducteurs de l'écorce interne, appelés phloèmes secondaires.
Les substances nocives du métabolisme de l'arbre, tanins, résines, mucosités, cristaux, sont évacuées dans l'écorce qui meurt et se détachent progressivement du tronc. C'est aussi la possibilité pour certains arbres de s'auto-nettoyer en se débarrassant de certains épiphytes, comme les mousses, les lichens ou les orchidées. Des événements brutaux comme des ouragans et fortes rafales de vent peuvent casser des branches. Au niveau de la cassure entre le tronc et la branche, de l'écorce va être sécrétée afin de rétablir une isolation biochimique par rapport au milieu extérieur. Cette cicatrice a généralement une structure plus faible que l'écorce d'origine. Des micro-organismes, tels que les champignons, peuvent plus facilement s'y implanter. De longues périodes de sécheresse, un épisode de froid intense, peuvent amener à l'affaiblissement de l'arbre par mort cellulaire. Toute ou partie morte de l'arbre sont l'habitat préférentiel de nombreux champignons et invertébrés. L'affaiblissement de l'arbre est dû à des effets climatiques brutaux et ou à la colonisation d'espèces se nourrissant des cellules vivantes ou mortes de l'arbre. L'arbre vivant se fait coloniser par diverses espèces bactériennes et eucaryotes. Des organismes se servent de l'écorce comme substrat pour s'y développer. Par exemple, le lichen, cyanobactéries ou algues en symbiose avec des champignons, ou des bryophytes. Des plantes comme les épiphytes poussent en se servant d'autres plantes comme support. Il ne s'agit pas de plantes parasites, car elles ne prélèvent rien au détriment de leur hôte. Les épiphytes sont des organismes autotrophes photosynthétiques. On les rencontre surtout dans la zone intertropicale, et plus particulièrement dans des forêts ombrophiles. Certains arbres, à l'écorce lisse ou phytotoxique, ou se déploient régulièrement, sont exempts ou presque dépourvus d'épiphytes. Différents animaux colonisent l'arbre, dont l'écorce. Les insectes xylophiles se logent dans le bois en creusant des galeries, comme les abeilles charpentières. Ils ne sont pas xylophages. Sous l'effet de dégradations successives, l'écorce commence à se décomposer. Elle est alors rapidement colonisée par différents insectes, les coléoptères comme les bostriches. Le bois étant un aliment peu nourrissant, leur développement larvaire dure souvent plusieurs années, parfois avec l'assistance de champignons. Les bostriches creusent des galeries dans le bois sur pied ou fraîchement abattus pour y pondre leurs œufs. Le bois mis à nu est envahi par d'autres insectes, par exemple les cérambycidés, les buprestes, ainsi que les sirex. Le bois est rapidement dégradé car il est constitué du libère et de l'aubier riches en amidon et protéines facilement dégradables. Ces colonisateurs facilitent le passage à d'autres insectes, à des champignons et bactéries, en forant des galeries dans le bois. La matière transformée, sciure, déjection, sera plus facile à assimiler pour les organismes qui leur succéderont. Les insectes attirent les pics noirs dont les trous favorisent l'introduction des spores de champignons et accélèrent ainsi la décomposition du bois. Le pic noir est un oiseau noir, le mâle a une calotte rouge et la femelle une tache rouge sur la nuque. Le pic noir creuse de vastes cavités adaptées à sa taille. Il a donc besoin d'un tronc épais. Ses arbres préférés sont les hêtres de 120 à 180 ans, qui présentent un diamètre d'au moins 40 cm à une dizaine de mètres du sol. Les trous abandonnés des pics noirs sont nécessaires à plus de 60 autres espèces, comme les martres, chauves-souris, choucas, chouettes, frelons et coléoptères. La décomposition microbienne du bois débute déjà durant cette première phase de colonisation qui dure environ 2 ans. Le bois commence à se décomposer. Les rameaux et les branches tombent. L'écorce se détache complètement du tronc. Les champignons et les bactéries commencent leur tâche de décomposeurs et la palette des espèces d'insectes se modifie. Parmi ces insectes, certains sont tributaires de la présence de galeries. Certains ont besoin de bois partiellement décomposé. D'autres sont des prédateurs qui s'alimentent des xylophages primaires. Ou d'autres encore vivent de champignons. On y trouve différentes familles de coléoptères comme les lucanes.
Le lucane vit dans les vieilles chênées et chênées mélangées qui doivent comporter une certaine proportion de bois mort ou d'arbres de grand diamètre dépérissant. La femelle dépose ses œufs sur les racines d'arbres morts ou dépérissants. Les larves du lucane ne se développent que dans du bois fortement décomposé par les champignons. Ces larves, dont la longueur peut atteindre 10 cm, broient le bois vermoulu infesté par les champignons et le transforment en terreau. Le bois décomposé se transforme et devient partie intégrante du sol. Aux côtés des xylophages secondaires encore présents, des arthropodes vivent dans le bois décomposé, notamment des larves de diptères, des colamboles et des acariens. Il peut alors être colonisé par les tritons et salamandres. Les véritables organismes du sol, divers lombrics, gastéropodes, cloportes, scolopendres, nématodes, s'introduisent dans le bois en décomposition. Ils broient les particules qui deviennent alors plus facilement accessibles aux micro-organismes. La plupart d'entre eux vivent des xylophages tertiaires, c'est-à-dire les champignons et les bactéries. Ce sont surtout les champignons qui achèvent la décomposition de la cellulose et de la lignine et qui transforment le bois décomposé en humus, un nouveau substrat propice à la croissance de nouveaux arbres. Les principaux champignons dégradant le bois sont, premièrement, les basidomycètes. La pourriture fibreuse ou pourriture blanche dégrade la lignine. La pourriture cubique ou pourriture brune dégrade la cellulose et hémicellulose, produisant un délitage cubique caractéristique. La pourriture molle est associée à des champignons aérobies le plus souvent inféodés au sol. Deuxièmement, les ascomycètes. Ils se développent dans l'aubier, provoquent échauffure et bleuissement. L'essence des arbres influe sur la décomposition du bois mort. Les essences à écorce rugueuse sont particulièrement aptes à accueillir une grande biodiversité d'insectes. Selon les espèces, celle-ci peut durer environ 10 à 20 ans, comme le peuplier, 30 à 50 ans, comme le pin, ou jusqu'à 80 ans pour le chêne. La dimension de l'arbre, ou son diamètre, influence le cortège d'espèces colonisatrices. Un tronc d'arbre à large diamètre peut servir de lieu de nidification pour un plus grand nombre d'espèces. Les petits oiseaux nicheurs peuvent utiliser des troncs fins ou larges, contrairement aux grandes espèces, telles le pic noir, qui se cantonnent au gros diamètre. La dimension de l'arbre joue également un rôle dans le microclimat régnant au sein de l'arbre. L'épaisseur du bois entourant une cavité détermine la régulation thermique et la protection contre les températures extrêmes. Les gros arbres morts, sur pied ou couchés, restent humides à l'intérieur, même pendant les périodes de sécheresse. Ils protègent ainsi les petits organismes contre le dessèchement. Reculez, j'ai une tronçonneuse. Dans le monde entier, l'homme utilise les substances et principes actifs contenus dans diverses écorces. Déjà connue en Égypte antique, l'écorce de saule était préconisée pour soulager les fièvres. En Grèce antique, Hippocrate en faisait des infusions. En 1829, Henri Leroux extrait de l'écorce de saule blanc la salicyline. Ce principe actif est à l'origine de l'aspirine. C'est un dérivé astringent de l'acide salicylique présentant des propriétés anti-inflammatoires. Depuis le XVIIe siècle en Europe, la quinine, alcaloïde extrait de l'écorce du quinquina rouge et du quinquina jaune, est connue pour ses propriétés fébrifuges et antipaludiques. Chaque écorce contient des principes actifs différents plus ou moins reconnus. Ainsi, l'écorce de Quercus robur contient 10 à 20% de tanins, dont la catéchine à action astringente. En décoction, l'écorce de chêne soulage des diarrhées aiguës et en usage externe, elle est efficace contre les inflammations cutanées, engelures et petites hémorragies. L'écorce de pin qui a une action anti-hémorragique via le leucocyanidol qu'elle renferme. Si les propriétés médicinales de certaines écorces sont connues depuis des siècles au travers de plusieurs continents, des recherches plus récentes, depuis les années 60, sont toujours en cours pour en déterminer de nouvelles. Ainsi, les écorces d'if auraient des propriétés antitumorales recherchées par beaucoup de laboratoires pharmaceutiques.
À partir du liège, principalement cultivé dans les pays méditerranéens sur des chênes lièges de plus de 15 ans, l'homme fabrique des bouchons, panneaux en particules, joints d'étanchéité et pièces pour les instruments à vent comme la clarinette ou le hautbois. Les panneaux en particules servent d'isolant thermique efficace, résistant mieux au feu que le bois. Depuis des millénaires, les amphores, tonneaux et bouteilles sont fermés par des bouchons de liège. Le développement de ce tissu se fait en deux phases. La première dure environ 20 ans jusqu'à recouvrir l'arbre de liège dit liège mâle. Ce liège n'est pas utilisé pour la fabrication des bouchons, sa qualité étant insuffisante. Puis, le chêne est écorcé. Au bout de 10 ans, du liège dit liège femelle s'est constitué. L'écorce entière des canneliers est prélevée et consommée en tant qu'épice, les bâtons de cannelle. Le quinquina est un apéritif à base de vin aromatisé à l'écorce de l'arbre du même nom. Les écorces de pin réduites en petits copeaux sont utilisées pour le paillage des massifs. Elles permettent de garder le sol relativement humide en limitant l'évaporation de l'eau. Les écorces de pin sont privilégiées, car elles ne dégagent pas d'acidité forte qui pourrait être nuisible aux plantes paillées. Les écorces broyées et pilées permettent d'amender les sols pauvres. Le compost d'écorce est un substituant de tourbe. Différents pigments sont extraits des écorces pour teindre des tissus ou encore décorer des objets. Si l'ébène est source de noir, le troène est source de jaune et les décoctions de sol sont rouges. Des bâtonnets d'encens à base d'écorce de cascarille et de santal parfument sanctuaires et maisons. Les tanins, substances concentrées dans les cellules mortes de l'écorce, rendent les peaux imputrescibles et sont utilisées en maroquinerie et tannerie. Face à la diversité morphologique des écorces d'arbres, l'idée d'une clé de détermination arboricole apparaît. Cette clé de détermination n'est pas généralisable à l'ensemble des arbres d'une région géographique vaste comme la France. En effet, l'érable, de par sa diversité spécifique, s'insinue dans chaque branche de la clé de détermination. Après cet ensemble d'informations, trop de maladresses sont commises à ce sujet. L'écorce des arbres est différente d'écorce tout court.